Bonjour à tous, c'est Bon Réveil dans votre matinale week-end. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 10h avec mes invités, notamment de 7 à 8. William Tay, président du Cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour. Bonjour. Et Michel Taube, fondateur du site Opinion International. Bonjour. Bonjour Michel Taube. Tout d'abord, avant de vous présenter le menu de cette matinale, la météo, et c'est avec Claire Delorme. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Un week-end très ensoleillé en perspective et contrasté entre le nord et le sud. Côté température, nous y reviendrons. En attendant, quelques nuages pourront s'imposer en direction du sud-ouest vers le littoral basque en remontant vers le bassin d'Arcachon, ainsi que de la région Rhône-Alpes en remontant vers la Franche-Comté. Quelques entrées maritimes qui pourront persister vers le golfe du Lion avec déjà Mistral et Tramontane jusqu'à 70 km/h. Dans l'après-midi, les nuages auront tendance à gagner du terrain, donc surtout sur un grand quart sud-ouest, mais aussi en direction du relief des Pyrénées, des Alpes et de la montagne corse, avec en prime, on va dire, une évolution du vent, c'est-à-dire un nuage qui peut bourgeonner puis éclater en une averse orageuse. Partout ailleurs, c'est un franc et généreux soleil avec le vent aussi qui aura tendance à se lever près de la Bretagne. Pour les températures, je vous le disais, contrastées entre le nord et le sud, 10 degrés, que ce soit pour la Champagne, pour la Normandie, pour la Bretagne, alors qu'il fera déjà 25 degrés en direction des Pyrénées-Orientales. Et donc dans l'après-midi, eh bien c'est pareil, ce contraste reste marqué entre une large moitié sud et une moitié nord. On aura des températures beaucoup plus tempérées avec 24 degrés, alors qu'on aura au moins 10 degrés de plus en direction du sud, 37 degrés, que ce soit pour la Méditerranée. Et justement, eh bien, des températures qui auront tendance à repartir à la hausse à partir de la journée de dimanche. 32 degrés pour la moitié sud, 28 degrés pour la moitié nord, et ça ira de mal en pis dans le courant de la semaine. Nous ne savons pas encore si nous parlons toujours de cette troisième vague de chaleur qui va réinvestir la moitié nord ou si c'est une quatrième vague que nous allons commencer. Et puis forcément, les conséquences de cette vague de chaleur, c'est la sécheresse. On en parlera à partir de 7h30. Il est 6h59. Les titres de votre tout premier journal de la journée. Ce revers pour Gérald Darmanin. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen. Il demande même au ministère de lui fournir un titre de séjour dans les plus brefs délais. L'imam qui a pourtant tenu des propos antisémites, misogynes et homophobes à l'encontre des valeurs de la République. Voilà qui nous amène à cette question ce matin. Les pouvoirs et contre-pouvoirs enquistent-ils la France dans l'inaction politique? La question sera posée sur ce plateau. Autre revers pour le ministre de l'Intérieur, la loi immigration reportée d'au moins 2 mois. L'activisme affiché de Gérald Darmanin pose-t-il problème aux locataires de l'Élysée? Foncerait-il tête baissée, Gérald Darmanin, vers l'élection de 2027? En tout cas, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'apprécient pas vraiment. Le chef de l'État réclame d'abord un grand débat national avant de soumettre la loi au Parlement. La variole du singe devenue urgence de santé publique aux États-Unis ces dernières heures. Mais qu'en est-il en France? Dispose-t-on de suffisamment de vaccins? Alors officiellement oui, dans les faits cela semble un petit peu plus compliqué. Beaucoup de rendez-vous sont annulés à la dernière minute. Vous le verrez dans notre reportage. Et on commence donc avec l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen vers le Maroc, suspendu par le tribunal administratif de Paris. Une décision judiciaire qui pousse Gérald Darmanin dans ses retranchements. Le ministre de l'Intérieur fait appel devant le Conseil d'État. Et ce revers nous interroge aujourd'hui. L'action politique est-elle encore possible dans notre pays? C'est la question que l'on va se poser. Mais tout d'abord, les faits. Et c'est avec Arthur Muriot. À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale, une même volonté pour Gérald Darmanin. Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iqiyoussen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir. Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Hassan Iqiyoussen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle.
appliquons ce que nous avons. Cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013, jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les ingrédients d'un imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi? Pourquoi n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser? En 2018, contrairement à Hassan Iquissen, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux. Alors Michel Taube, c'est déjà compliqué d'avoir une volonté politique dans le pays. Et lorsqu'elle est là, cette volonté politique, eh bien, elle est empêchée, elle se voit paralysée finalement. Oui, c'est profondément choquant. Alors après, ça n'est qu'un tribunal administratif. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement fait appel et le Conseil d'État va trancher. Donc l'affaire n'est pas terminée sur le plan judiciaire. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi être choqué. Parce que j'espère que tout le monde est d'accord, parce que la réalité, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que cet imam a multiplié des propos antisémites, homophobes, sexistes, hostiles aux valeurs profondes de la République, alors que par ailleurs, il dit les respecter. Donc ça, c'est clair. Mais en fait, pourquoi est-ce le tribunal administratif a cassé l'expulsion? C'est très intéressant. Le juge considère en fait, qu'il y a une disproportion entre son expulsion et les faits qui lui sont reprochés, et le fait que s'il était reproché, cela porterait une atteinte trop grave et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale. Donc moi, je pose juste une question. Les propos qui ont été vus par des centaines et des millions de personnes de cet imam, depuis des années. Rappelez-vous l'imam de Brest. Vous savez, cet imam de Brest qui avait fait une vidéo devant une centaine d'enfants et qui leur disait pendant des heures que la musique, c'était l'incarnation du diable, que fréquenter des non-musulmans, ça leur était interdit. Mais ces enfants-là, ces enfants qui écoutent les prêches de l'imam Iquissen, à votre avis, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comme le disait Samia Maktouf, ils font le terreau du terrorisme islamiste. C'est ça qu'ils font. Donc, est-ce qu'on a le droit de se protéger en France contre les causes de l'islamisme radical, contre les causes du terrorisme? Ce qui est terrible peut-être dans la décision du tribunal administratif, et quand on est un citoyen lambda, c'est de se dire que finalement, le bouleversement de la vie personnelle de cet homme est plus important que la menace que les propos antisémites, misogynes, homophobes font peser sur la République et la société en général. Il y a autre chose qui est scandaleux dans l'univers du droit, c'est qu'avant-hier, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est souvent critiquée, et à mon avis à tort, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté l'idée de l'expulsion de Gérald Darmanin, et finalement c'est pas la CEDH qui a retoqué ça, c'est le tribunal administratif. Et la Cour européenne des droits de l'homme a à plusieurs reprises dans le passé autorisé des mesures très fermes d'expulsion d'imams radicaux. Et vous savez sur quel motif ? Au nom du vivre ensemble à la française. C'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme elle-même reconnaît qu'une société a le droit de se protéger contre des personnes qui contreviennent aux valeurs du pays dans lequel ils vivent. Pourquoi les autorités marocaines ont-elles délivré un sauf-conduit pour faciliter l'expulsion de cet imam? Parce que même au Maroc, les autorités marocaines, le roi du Maroc, le gouvernement actuel luttent contre l'islamisme radical. Donc vous avez un pays arabo-musulman qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui accepte l'expulsion de cet imam, et vous avez un juge administratif français qui dit non, il y a disproportion. Alors c'est très bien la question que vous posez. Est-ce que c'est le droit, ou est-ce que le droit qui est peut-être mal fait, ça on peut en discuter, ou c'est la décision du juge qui est... Mais c'est la décision du jour. Attendons l'appel. Et comme disait Gérald Darmanin, imaginons le pire, à savoir que le Conseil d'État, contre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, casse définitivement son jugement d'expulsion. Eh bien, il faudra changer la loi. Le droit est fait pour s'adapter aux situations politiques. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre. Une guerre contre des personnes qui considèrent que la charia est supérieure aux valeurs de la République. Cette guerre, elle doit être menée et nous devons nous en doter des outils légaux, des outils respectueux des personnes, mais des outils qui nous protègent et qui protègent nos enfants. Voilà quel est l'enjeu, et j'espère qu'au final on aura raison. Et c'est peut-être un motif d'accélérer le vote d'une loi si au final c'est nécessaire. On va continuer à en parler avec William Tay. William, faut-il expulser les imams de nationalité étrangère au discours anti-républicain? C'est une question qu'on a posée aux Français à travers un sondage CSA pour CNews, et à 91%, ils nous répondent oui. Un oui franc et massif.
qui se joue, c'est que la France et les Français doivent reprendre la maîtrise de leur destin. La France, sous l'inspiration de certains politiques, s'est enfermée dans un triple carcan. Un carcan administratif, un carcan législatif et un carcan diplomatique et même un carcan idéologique. En fait, on fait face au défi civilisationnel du siècle, qui est le totalitarisme islamique. Et face à cette menace-là, on s'est enfermé dans différentes dispositions qui nous empêchent d'agir. Parce que si Michel Taube dit qu'effectivement la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas retoqué la question de l'expulsion, le tribunal administratif de Paris s'est appuyé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour bloquer l'expulsion de cet imam. C'est-à-dire que le juge français va encore plus loin, ils sont encore plus européens en fait que même les juges européens. Donc implicitement les juges, et c'est pour ça que je parlais d'un carcan administratif, c'est-à-dire que même les juges, les administrations respectent davantage les règles européennes que même les cours européennes. Et pour ça, comment on fait pour agir? Je pense qu'il faut lutter contre le totalitarisme islamique à deux niveaux, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire que maintenant, désormais, si par cas on applique une nouvelle politique en disant qu'il y a des imams qui sont des ennemis de la France, eh ben vous aurez un motif qui sera l'imam ne respecte pas les valeurs de la République française et n'est pas compatible avec la civilisation française. Et dans ce cas-là, on l'expulse. Parce qu'effectivement, il y a d'autres enjeux. Quand on prend le mémorandum qui est présenté par Gérald Darmanin, il ne parle pas d'apologie du terrorisme, il ne parle pas de négationnisme et il ne parle pas d'intelligence avec l'ennemi. Et donc la question qui est posée au juge, c'est est-ce que le négationnisme et des propos sexistes et misogynes sont suffisants pour contrevenir à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme? Et le tribunal administratif de Paris a dit que non, ça ne suffira pas. Et vraisemblablement, le Conseil d'État ira dans le même sens. Et une fois qu'on fait face à ça, qu'est-ce que ça montre au pouvoir public? Qu'est-ce que ça montre en fait aux Français? Ça montre que le pouvoir politique, même avec une volonté très forte, n'est pas en capacité d'agir et d'expulser une personne qui contrevient aux valeurs françaises et même aux intérêts de la France. Alors maintenant, vous allez me dire comment on fait? Une fois que vous avez décidé de lutter contre le totalitarisme islamique, eh ben, il faut mettre en place une politique migratoire qui soit beaucoup plus dissuasive. Ça veut dire qu'il faut mettre des hotspots pour les personnes qui sont à l'étranger, pour qu'ils fassent des demandes de visa dans les ambassades et dans les consulats. Et sur le plan intérieur, c'est ça le plus intéressant, il faut mettre deux principes. Ceux qui doivent rester sur le territoire et ceux qui viennent sur le territoire doivent respecter, 1, l'intérêt de la France et 2, la question de la civilisation française. Et ici, par cas il contrevient à ces deux intérêts, eh ben, l'administration française pourra expulser ces personnes. Et une fois que vous avez changé le carcan, vous avez repris la maîtrise de votre destin. Et ça veut dire que les Français... Oui. Alors justement, sur le carcan juridique et la loi, je voudrais vous soumettre les propos de David Guiraud, député La France Insoumise du Nord. Vous rappelez sa passe d'armes avec Gérald Darmanin. Il dénonçait le fait du prince. Gérald Darmanin l'accusait de se déshonorer, lui demandait même de s'excuser. Et bien là, évidemment, David Guiraud se sent ragaillardi par la décision du tribunal administratif de Paris. Et il explique, voilà, cette séquence juridique n'est pas totalement terminée. L'imam Iqiyoussen peut toujours être expulsé, mais je sais d'ores et déjà ce qu'ils vont faire. Comme à chaque fois que le droit reprend le pas sur leurs décisions arbitraires, ils vont vouloir modifier le droit. Ils vont vouloir tordre nos principes juridiques pour se perdre toujours plus loin dans l'autoritarisme. Ils remettront en cause l'indépendance de la justice pour mieux la dominer. Voilà ce que dit aujourd'hui David Guiraud, député du Nord de la France. Mais David Guiraud, il soigne son électorat. Il soigne son électorat islamo-gauchiste. D'accord ? Voilà ce qu'il fait, David Guiraud. Le droit, c'est quoi ? Le droit, c'est quoi ? C'est trouver des solutions juridiques pour régler des problèmes de société et pour nous protéger contre certains maux de la société. C'est ça le droit. Le droit, il s'adapte. Et je veux vous dire, il y a des juges administratifs, moi j'en ai eu quelques-uns en ligne qui me disent « nous, on voudrait bien ». Effectivement, on voudrait bien participer en tant que citoyen à cet effort collectif de nous protéger contre ces marchands de haine. Mais effectivement, le droit dispose d'outils qui parfois empêchent d'agir ainsi. Donc le droit, on l'adapte, on prend des mesures nouvelles. S'il faut repasser devant le Parlement, vous savez, l'imam Iqiyoussen, qu'est-ce qui est important avec lui? Il est effectivement le symbole. Son nom va être attaché à la lutte pour la laïcité en France. Ce qui est très grave dans cette affaire, c'est pas que lui, c'est pas que ses propos multipliés à l'envi pendant des années. Et Samia Maktouf, la grande avocate Samia Maktouf, parlait tout à l'heure au passé. Il a diffusé des propos. Mais ces propos, ils sont toujours en ligne. Ils sont toujours sur Internet. Moi, j'invite les téléspectateurs de CNews... Pourquoi il n'y a pas eu d'action judiciaire à l'encontre de ces propos qu'il tient? Mais elle a raison, mais on peut toujours les faire. On peut toujours sommer... Effectivement, on peut décider de l'expulser aujourd'hui, mais rien n'a été fait avant non plus pour condamner ces propos. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, en tant que citoyen, je considère que mon droit de citoyen, qui a le droit à sécurité, à vivre sereinement, est menacé lorsque je vois sur YouTube une vidéo de ce monsieur que j'invite les téléspectateurs de Silence à écouter, une vidéo de 15 minutes sur une seule question.
Une femme a-t-elle le droit de serrer la main d'un homme? Elle est très intéressante cette vidéo. Allez la voir. Elle ne contrevient peut-être pas à la loi, mais qu'est-ce qu'elle dit en 2 mots? En 2 mots, qu'est-ce qu'il dit pendant 15 minutes? Non, mais pendant 15 minutes, c'est hallucinant. Il ne dit jamais qu'une femme n'a pas le droit de serrer la main. Mais au final, les 15 minutes amènent à cette conclusion. Non. Et si vous voulez, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est une sorte de poison qui est disséminé dans la société auprès de nos jeunes. Je rappelle l'Institut Montaigne qui a prouvé depuis 10 ans qu'une majorité de nos concitoyens de confession musulmane jeunes considèrent aujourd'hui que la charia est supérieure aux lois de la République. Pourquoi? Parce qu'il y a des imams Iqiyoussen qui, depuis des années, diffusent sur Internet des propos homophobes, sexistes et antisémites. Et l'affaire Iqiyoussen, c'est autre chose. C'est ces dizaines de mosquées, elles sont beaucoup plus que 20, qui le soutiennent, parce que des imams Iqiyoussen, il y en a malheureusement beaucoup. Rapidement, je vous fais écouter la réaction du maire de Béziers, Robert Ménard, pour qui l'état de droit se retourne contre nous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce qui m'inquiète, c'est quand l'état de droit se retourne contre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'état de droit ou une pratique de l'état de droit se retourne contre ce pourquoi il est construit, c'est-à-dire construit le respect, en l'occurrence des femmes, en l'occurrence des homosexuels, en l'occurrence des juifs. Quand l'état de droit, ça devient une protection pour les ennemis des femmes, des juifs, des homosexuels. C'est sur ça que je m'interroge. Je n'ai pas de réponse. Je ne dis pas qu'il faut balayer l'état de droit. Je ne le pense évidemment pas. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un certain nombre de nos juristes? En 1 minute, il a raison, Robert Ménard. L'état de droit se retourne contre nous? Oui, bien sûr, mais en même temps, on l'a construit, cet état de droit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous posiez la question tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'en fait, on n'arrive pas, on l'a pas condamné cette personne depuis notamment 2002, notamment une vingtaine d'années. C'est parce qu'on n'a pas voulu nommer l'ennemi. Et en fait, les pouvoirs publics, notamment le pouvoir politique, s'est caché et n'a pas voulu nommer les choses. On fait face à une menace qui s'appelle le totalitarisme islamique. À partir du moment où vous ne définissez pas la menace, comment vous donnez aux juges et au pouvoir public, à l'administration, les pouvoirs de lutter contre ça? Si par cas, vous aviez dit que nous avions face à une menace qui s'appelle le totalitarisme islamique et que vous dénommez ce que c'était le totalitarisme islamique, et bien dans ce cas-là, vous dites, à ce moment-là, il y a différents articles du Code civil qui permettent notamment de qualifier l'intelligence avec l'ennemi. Mais ça suppose d'avoir une politique extérieure qui soit cohérente. Ça suppose de définir que les frères musulmans sont l'ennemi de la France dans la mesure où il faut une tactique. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, parce que je vais vous répondre sur la question de l'état de droit, parce qu'en fait, ces propos, moi j'ai regardé le mémorandum, en fait, c'est difficile de qualifier ces propos d'apologie pour le terrorisme, parce qu'il n'y a rien clairement à un moment auquel il le dit. Et donc, il fait une tactique. Je crois que la loi séparatisme était censée faciliter ce genre d'expression. Non, mais la loi séparatisme ne va pas assez loin et tout le monde le sait, tout le monde le savait dès le début, c'est pour ça que la loi a été critiquée. Il y avait un texte qui avait été produit par Serge Rouard et que François Fillon a repris qui s'appelle Vaincre le totalitarisme islamique. Il expose les choses clairement. À partir du moment où vous définissez l'ennemi et vous définissez clairement dans un texte de loi comment on fait pour définir l'ennemi, et bien dans ce cas-là, vous donnez au pouvoir public les moyens de le faire. Mais si vous ne nommez pas l'ennemi, vous avez dans l'incapacité d'agir. Messieurs, il est 7h15. À 7h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous, Jeanne Cancard. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et à la une, cette situation, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Et à la une, cette situation qui est qualifiée d'historique en France. Plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Alors pour tenter de faire face à cet épisode de sécheresse exceptionnelle, Elisabeth Borne a activé la cellule interministérielle de crise. Des mesures de restriction ont déjà été prises dans certaines zones et le seront partout où c'est nécessaire, déclare Matignon. Une situation critique qui pourrait perdurer, voire empirer dans les semaines à venir. Pékin freine sa coopération avec Washington. La Chine a suspendu ses négociations avec les États-Unis sur le réchauffement climatique et dans d'autres domaines. Une décision irresponsable selon la Maison-Blanche qui demande à Pékin de cesser les exercices militaires lancés autour de Taïwan, quelques jours après la visite de Nancy Pelosi sur l'île, malgré les mises en garde de la Chine. C'est la pire confrontation entre l'État hébreu et les organisations armées de Gaza depuis plus d'un an. Les forces israéliennes ont continué à bombarder Gaza tard ce vendredi soir, revendiquant avoir tué 15 combattants du djihad islamique. Rapidement, le groupe armé a rétorqué en envoyant plusieurs salves de roquettes vers Israël. Et on l'a appris tôt ce matin, les forces israéliennes ont annoncé l'arrestation de 19 membres de cette organisation armée en Cisjordanie.
Jeanne Cancard, qu'on retrouve à partir de 7h45 avec un jingle cette fois. Merci beaucoup Jeanne Cancard et à tout à l'heure. On va continuer l'actualité. Cet autre revers cette semaine pour Gérald Darmanin, c'est la loi sur l'immigration. Il avait annoncé en fanfare son examen au Parlement pour le mois d'octobre. Seulement voilà, il s'est fait rabrouer, si je puis dire, par ses supérieurs. J'ai nommé Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui veut organiser un grand débat avant de soumettre son projet de loi. Il repousse donc l'examen du texte à au moins 2 mois. Les dessous de ce rappel alors, c'est avec Loïc Signor du service politique de CNews. Il nous donne toutes les précisions, on en discute juste après. En fait, Gérald Darmanin, il a annoncé cette loi immigration à la suite de ce qui s'est passé à la Guillotière à Lyon, en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement, notamment grâce aux OQTF qui ne sont pas respectés en France. Donc il avait déjà ce texte dans les tiroirs, mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon, ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron, parce que cette loi n'était pas terminée, et ça a bousculé le calendrier du président de la République, qui était déjà d'ailleurs parti en vacances, et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne, qui n'était pas forcément au courant de cette annonce, et là, elle a voulu faire un acte d'autorité, le premier de cette nouvelle première ministre, avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du gouvernement, et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, notamment à droite, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, qui n'est plus au gouvernement, mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur la peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence et il promet une loi. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, on est décidé autrement. On reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale. Ça se passera place Beauvau, chez Gérald Darmanin. Il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges. Alors les oppositions disent encore de la com, encore un débat, c'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi. Et pour lui, c'est déjà une petite étape de gagner, une petite étape de franchie. Faut-il encore que, dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, un ministre pressé, trop ambitieux? Oui, certainement, qui ne l'est pas parmi les ténors de la Macronie, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter dans 5 ans. En fait, Gérald Darmanin, il est la caution sécuritaire d'Emmanuel Macron. Mais il n'en est que la caution. Dans une méthode très sarkozyste dans sa manière de faire. Très sarkozyste, mais ce n'est pas Sarkozy qui est à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, jusqu'à sa campagne électorale, le masque est tombé. Pendant 4 ans, il n'a pas accouché de ce que les Français demandaient suite aux attentats terroristes quand même de 2015, il ne faut pas oublier, d'une grande loi de lutte justement contre le terrorisme islamiste. Il a mis 4 ans pour accoucher d'un grand discours au Mureaux et d'une loi qui effectivement est dans l'ensemble des petites pierres, des petits progrès, mais qui ne traite pas la globalité du problème. Et donc, deuxièmement, campagne électorale. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait des propositions en matière de lutte contre l'islam radical? Rappelez-vous entre les 2 tours, lorsqu'il discute avec une femme voilée et lui dit non, c'est votre pleine liberté de porter le voile. Donc la doctrine d'Emmanuel Macron, elle n'est pas du tout celle de Gérald Darmanin. Le volet sécuritaire, la lutte C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui a été peut-être un peu plus clair que les autres dans la campagne d'Emmanuel Macron, la campagne présidentielle, c'était qu'il voulait changer de méthode et en tout cas organiser des grands débats pour absolument toutes les décisions qu'il allait prendre. Donc ça, c'est le seul. C'est vraiment nouveau. Non, mais c'est simplement ce qu'il n'a pas fait pendant son quinquennat. C'est effectivement ce qu'il n'a peut-être pas fait pendant son quinquennat, mais c'était peut-être la seule chose qui était claire dans sa campagne. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas eu non plus une affluence de mesures. Voilà. Non, mais Gérald Darmanin se rêvait en nouveau Nicolas Sarkozy et dans le meilleur des cas, ce sera un sous-Manuel Valls. À chaque fois qu'il tente quelque chose, ça foire. Un peu comme Manuel Valls sur les mêmes polémiques. Il tentait avec Dieudonné à l'époque, Manuel Valls. Est-ce qu'il a véritablement raté là ce coup-ci? Parce que bon, il peut se cacher derrière le fait que finalement c'est Emmanuel Macron qui a arbitré, qui a dit non. Ce sera dans 2 mois. Il faudra attendre 2 mois supplémentaires. Sur la question de l'imam, ce que disent les personnes en interne, c'est qu'il avait le choix entre la procédure judiciaire et la procédure administrative. Les gens savaient que la procédure administrative n'allait pas marcher. Il est continué sur la procédure administrative plutôt que la procédure judiciaire sur la question de l'imam. Sur la question du projet de l'immigration, ce qu'on a dit, c'est que
le texte n'était pas assez bon et donc du coup on lui a demandé de revoir sa copie. Et donc après ça, vous ajoutez la question du fiasco au Stade de France. Ça commence à faire beaucoup pour Gérald Darmanin. Et la volonté d'agir sur le terrain et d'agir concrètement sur la vie des Français, on a l'impression qu'il foire un peu tout. C'est une sorte de loser de la vie politique. Et à chaque fois qu'il tente quelque chose, ça foire. Vous êtes dur. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de Midas. C'est-à-dire que Midas, tout ce qui touchait était en or et là maintenant tout ce qui touche se transforme en plomb. En tout cas, il rate. Excusez-moi, mais il vaut peut-être mieux un Gérald Darmanin qu'à Christophe Castaner qui était dans un laxisme vis-à-vis des questions sécuritaires. Tu vas voir, Michel, tout va être cohérent sur le sujet. À la fin, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'importe Gérald Darmanin, qu'importe Christophe Castaner, qu'importe Gérard Collomb, qui pourtant, lors de son départ, avait mis un bon constat. Il disait qu'aujourd'hui, nous vivons côte à côte et demain, nous vivons face à face. Mais depuis l'ensemble de ces constats, depuis ces attitudes et ces postures, est-ce que véritablement, on n'assiste pas à une imposture de la part du gouvernement qui prétend agir et qui n'agit pas concrètement sur la question du totalitarisme islamique et sur la question de la menace migratoire et des flux migratoires pour mieux les réguler? Moi, je pense qu'en fait, et vous parlez de la question des débats, mais Emmanuel Macron en a mené beaucoup des débats. Au moment des Gilets jaunes, il avait dit qu'il organisait un grand débat national. Qu'est-ce qu'il en est resté? Est-ce qu'aujourd'hui... La deuxième question, effectivement, de tout ça, c'est l'utilité de ce type de grand débat. En fait, le grand débat, est-ce qu'il ne se tient pas finalement à l'Assemblée nationale, qui est maintenant quand même... voilà. C'est là où doivent se tenir les débats démocratiques. Justement, c'est pour ça que j'arrivais sur la question de votre débat. C'est-à-dire qu'en fait, ce que montre Emmanuel Macron, c'est qu'à chaque fois qu'il lance un débat, c'est pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'il avait annoncé un grand débat national au moment de la crise des Gilets jaunes. Il avait annoncé des mesures au début de la crise. Mais une fois qu'il a fait le grand débat, qu'est-ce qu'il est resté pour permettre de relever, de permettre un nivellement par le haut des classes moyennes? Il avait organisé un grand débat sur la question des états généraux de la justice. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la justice du pays va dans le bon sens et qu'on va rattraper, notamment en termes de dépenses et de moyens de la justice, l'Allemagne? Il va annoncer un grand débat sur l'immigration. Pourquoi? Parce qu'en fait, le projet de loi de Darmanin le dérange, parce que ça dérange une partie de ses électeurs de centre-gauche, et donc ça va être l'occasion de mettre le projet de loi de Darmanin sous le tapis. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec William. Cet argument sur la nouvelle méthode, honnêtement, c'est de l'esbrouf, c'est de la communication politique. En revanche, je renvoie à votre sondage. Il y a un tel consensus en France pour une nouvelle politique d'immigration, pour une grande fermeté dans la lutte pour la laïcité en France. Il y a un tel consensus qu'effectivement, ce débat peut permettre de réveiller les consciences et de donner la force politique dont manque peut-être la Macronie pour effectivement faire passer une loi un peu plus audacieuse, un peu plus courageuse pour nous protéger davantage contre ces menaces venues de l'extérieur. Et donc, si vous voulez, effectivement, peut-être que ce débat va permettre de donner cette caution politique. On a vu que Gérald Darmanin l'Assemblée est capable de débattre de ces questions. Évidemment. Les débats ont été agités, mais il y a eu des débats et c'est peut-être même plus intéressant qu'au précédent quinquennat où malheureusement, tout le monde était le doigt sur la couture. Malheureusement, il y a de tels tabous en France. Il y a malheureusement tellement de résistance dans, on va dire, une grande partie de la gauche pour affronter clairement les enjeux de la laïcité d'une part et de la lutte contre l'immigration excessive d'autre part, qu'effectivement il faut peut-être réorganiser un débat qui permette d'aboutir à une loi. Je vous arrête là parce qu'on a un programme à respecter et je voulais parler également de la variole du singe. Les États-Unis ont déclaré l'épidémie urgence de santé publique. Y a-t-il une pénurie de doses de vaccins chez nous en France? C'est la question qu'on se pose. Officiellement, non, selon l'État. Pourtant, le ministère de la Santé a décidé de rallonger l'espacement entre les deux doses, c'est-à-dire au-delà des 28 jours recommandés par la Haute Autorité de Santé. Et puis concrètement, quand on se rend sur le terrain, dans les centres de vaccination, on se rend compte que l'accès au vaccin n'est pas si évident, même pour ceux qui ont pris rendez-vous. La preuve en images avec ce reportage CNews signé Alice Delage et Thibault Marcheteau. Dans ce centre de vaccination contre la variole du singe du 13e arrondissement de Paris, les personnes qui souhaitent se faire injecter une dose dressent le même constat. On me dit tout de suite à la porte qu'il y a un problème de doses qui ne sont pas arrivées et peut-être qu'ils attendent des doses dans l'après-midi mais qu'il faut aussi les décongeler. J'avais rendez-vous à 11h15 et puis on m'a appelé 10 minutes avant en me disant qu'ils n'avaient pas reçu les doses et que du coup, affaire à suivre. Ce vaccin vendu par le Danemark vient donc à manquer alors que la demande est forte. Selon le professeur Megarban, cette pénurie de doses s'explique par un manque de considération générale de cette épidémie. On a été un peu surpris par l'importance de cette épidémie. Il est toujours temps de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre à disposition le vaccin, c'est-à-dire en produire des quantités suffisantes et puis évidemment ouvrir les centres de vaccination correspondants. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir des centres s'il n'y a pas les doses. Donc en pratique, d'abord, assurons-nous d'avoir les doses. Ce médecin affirme qu'il faut rester rassurant quant à la gravité de la maladie qui guérit généralement sans traitement. William Tay, j'ai l'impression qu'on est souvent surpris par les épidémies.
On est surpris par les épidémies parce qu'on n'a pas analysé les grandes mutations mondiales. Ce qu'on a vu, nous, ce qu'on a étudié notamment au début de l'année dans notre rapport sur les grandes mutations mondiales, c'est qu'on a vu qu'en fait, à partir du moment où vous avez de l'agriculture qui est intensive, notamment dans certaines régions du monde, ce qui rapproche en fait les hommes des animaux, vous avez un risque de mutation et de nouvelles épidémies qui est de plus en plus importante. Et ça, on le sait parce que l'OMS a travaillé dessus depuis des années, donc on est au courant. Le problème, c'est que la France n'a pas de stratégie à long terme et la France, à chaque fois, réagit aux crises, mais n'anticipe pas les crises. Sur la question du vaccin, la difficulté, c'est qu'apparemment, le nombre de vaccins est plutôt inconnu, donc on ne connaît pas le nombre de vaccins qui est Secret défense. Secret défense. Selon le ministre de la Santé. Tout à fait, donc on ne connaît pas le nombre de vaccins disponibles. Et surtout, la question essentielle, c'est si par cas on n'en a plus, est-ce que la France sera en capacité d'en produire, alors qu'on n'a pas réussi d'en produire nous-mêmes sur la question notamment du coronavirus. Et je pense que ce qui est essentiel, il est double. Anticiper les crises et en même temps préparer demain avec une souveraineté et une politique industrielle très forte pour qu'on puisse produire nos propres vaccins. Un mot rapide, Michel Taube. Il y a aussi une saturation dans l'esprit de nos concitoyens par rapport à toutes les questions de vaccination. C'est ça. On est aussi dans l'effet Covid. Et donc, ce qui est en train de se passer, j'ai vu les chiffres au Canada, c'est exactement la même chose. Et c'est extrêmement inquiétant. C'est que les vaccinations en général, même les vaccinations de nos enfants, les vaccinations obligatoires, il y en a de moins en moins. Parce qu'en fait, il y a une forme encore une fois, d'écœurement, de saturation à l'hypermédiatisation qu'il y a eu autour de ces questions de vaccination qui commence à poser de graves problèmes de santé publique. Et je pense que l'État ne l'a pas suffisamment pris. Vous entendez la musique, Michel Taube? C'est que je me fais gronder. C'est que je me fais gronder. C'est parce que je dois rendre l'antenne. On marque une courte pause. Il est 7h27. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre matinale week-end. Alors, je vous avais dit que c'était une courte pause, je vous ai pas menti. On est toujours dans la matinale de CNews, la matinale week-end, avec William Tay et Michel Taube. Et tout de suite, les titres de l'actualité de votre journal de 7h30. Une centaine de communes avec des canalisations à vide, de l'eau acheminée par des camions-citernes et une cellule interministérielle de crise qui a été activée. La sécheresse ne fait que s'accroître et semble prendre le gouvernement de court. C'est la plus grave sécheresse enregistrée dans le pays, nous dit Elisabeth Borne, la Première ministre. Nous serons ce matin en Corse, ainsi que dans le département du Var, particulièrement touché. Les attaques contre les forces de l'ordre, 50 à 60 fois plus importantes que dans la population normale. Selon le Figaro, il y a eu en moyenne 9 agressions par jour du 1er janvier au 30 avril. 9 agressions de forces de l'ordre, bien sûr. Des faits qui ne sont plus seulement circonscrits aux vacances et aux désœuvrements estivales des délinquants, nous disent les syndicats. Nous verrons dans cette édition les dernières illustrations de ce phénomène. Mer ou montagne, eux aussi sont sur la route des vacances. Cette année, les ministres ont le droit à 17 jours de congé, mais ils ne pourront pas partir où ils veulent. Et comme à l'accoutumée, ils devront rester joignables et mobilisables. Les explications à suivre avec Jeanne Cancard. Bientôt une 4e vague de chaleur dans le pays. Et dès demain, les températures repartent à la hausse dans le sud-ouest et elles gagneront la moitié nord à partir de lundi. Et forcément, la sécheresse s'aggrave encore et toujours. Depuis le 17 juillet, la France établit chaque jour un nouveau record. Et il est très probable que la situation empire jusqu'à la mi-août. En Haute-Corse, la situation est particulièrement tendue. C'est là-bas qu'on va se rendre. Le département pourrait être privé d'eau d'ici une vingtaine de jours, selon la préfecture. Le reportage est signé Christina Luzzi avec le récit de Quentin Gribel. Arroser les terres agricoles, un geste qui pourrait bientôt devenir impossible en Haute-Corse. Car ici, la situation est critique. Si nous continuons à ce rythme de consommation, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Il est donc urgent de prendre des mesures encore plus restrictives. Dans le département, il était déjà interdit de laver son véhicule chez soi ou de remplir sa piscine depuis 3 semaines. Insuffisant. Sur une économie escomptée de 400 000 mètres cubes d'eau, seuls 250 000 ont été préservés. Alors dorénavant, le délai de non-arrosage est allongé pour les agriculteurs. Il passe de 24 à 36 heures et les contrôles seront également renforcés dans l'ensemble de la population. Mais pour cet agriculteur, le problème ne vient pas de l'utilisation de l'eau. Il y a 8 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent tous les ans en Corse. Exactement comme notre voisine, l'île de Sardaigne. Or, nous stockons 100 millions de mètres cubes, alors que la Sardaigne a une capacité de stockage de 2 milliards de mètres cubes. En cas de non-respect de ces mesures, les Corses s'exposent à une amende de 1 500 €. Fin août, les autorités feront un nouveau point sur la situation des réserves d'eau sur l'île. Et nous sommes en liaison avec Paul Félix Benedetti. Bonjour, vous êtes ingénieur hydraulique de formation, élu territorial de Corse. On entend justement dans ce reportage des Corses en colère qui dénoncent un manque d'anticipation. Vous avez le sentiment, vous, que l'État fait défaut ? On
Oui, en tout cas, il y a un défaut collectif. L'État, les différents pouvoirs locaux qui se sont succédés en Corse, qui n'ont pas pris la mesure de la réalité de nos besoins. Et il est impardonnable, au vu des potentialités naturelles que nous avons, d'être aujourd'hui dans cet état, je dirais, de détresse hydrique, alors que nous avons largement les moyens de compenser, d'aller au-delà et d'être dans du dynamisme. Alors, soyez plus précis justement sur cette question. Pourquoi on aurait pu aller bien au-delà? Quelles sont les richesses et qu'est-ce qui aurait pu être fait avant pour anticiper cette situation? C'est une montagne sur la mer. Elle est stratégiquement placée par rapport au courant, je dirais, naturel qui apporte les nuages, par le golfe de Gênes et par la vallée du Rhône. Elle reçoit 850 mm de précipitations en moyenne annuelle. Elle ne capte que 2% de l'eau qui est ruisselée sur son territoire. Elle a 100 millions de stockage, 80 millions de stockage utiles. Nos voisins sardes ont 2000 millions pour un territoire de seulement 3 fois la Corse. Donc les Sardes ont eu des problèmes d'eau monstrueux. Il y a 25 ans, nous devions leur vendre de l'eau par un projet transfrontalier énorme. Et aujourd'hui, c'est eux qui peuvent tirer un pipe et au travers des bouches de Bonifacio et nous amener de l'eau. Je veux dire qu'on est dans une situation dramatique et intolérable. Si nous étions l'Andalousie, si nous étions le sud de l'Italie, si nous étions la Grèce, si nous étions la Tunisie, ça aurait pu être acceptable. Aujourd'hui, d'être à ce niveau d'incurie en termes d'aménagement, c'est non acceptable. Et je pense qu'il faut un plan structurant d'envergure pour que la Corse soit dotée des moyens structurants qui lui permettent de ponter 2 années sèches consécutives. Les Sardes aujourd'hui ont la capacité de ponter 2 à 3 années. Qu'on prenne exemple, là où les choses ont marché, et qu'on arrête d'inventer des arguties en expliquant qu'il y a des fuites d'eau. Est-ce que les Corses sont prêts à respecter des restrictions supplémentaires? On sait que d'ici peut-être une vingtaine de jours, il n'y aura plus d'eau du tout. Écoutez, dans la situation actuelle, les restrictions vont s'imposer car malheureusement, on ne va pas aujourd'hui, par un coup de baguette magique, ramener de l'eau. Donc, bien entendu, il y a besoin de faire des restrictions, mais surtout, il faut que dès la fin de cette mesure exceptionnellement anormale, nous mettions en place un plan stratégique d'aménagement ciblé sur les besoins de la Corse et ses besoins en développement. On a aujourd'hui seulement 10 000 hectares irrigués, alors que nous pourrions en irriguer 40 000. La Corse importe 90% de son alimentation. La Corse importe 80% de l'alimentation de son bétail, alors que par rapport à nos potentialités agronomiques et hydrauliques, par rapport aux besoins de l'humanité, c'est un crime de ne rien produire. Mais s'il n'y a pas d'eau, nous ne produirons rien. Est-ce que les usines pour dessaler l'eau sont une solution efficace? On dit qu'elles polluent davantage que la quantité d'eau qu'elles n'apportent finalement. Non, vous savez, là, il faut arrêter les usines de dessalement. Moi, j'y suis opposé, mais pas parce qu'elles polluent. La Méditerranée, elle est à 37 grammes de sel par litre. Quand vous faites 1 litre d'eau par osmose inverse dessalée, ce litre va vous engendrer 37 grammes de plus. Mais dans l'immensité des milliards de tonnes de sel qu'il y a dans la mer Méditerranée, ça ne va rien changer. Par contre, dessaler, c'est quelque chose d'exceptionnel que l'on fait lorsqu'il n'y a aucune ressource d'eau douce. Quand je vous dis que la Corse a 5 000 millions de mètres cubes qui circulent dans ces cours d'eau et que sur ces 5 000, nous en captons 100, il faut poser le curseur là où il est. C'est quels sont les aménagements structurants qui nous permettent de stocker de l'eau l'hiver pour la redistribuer l'été. Et à ce moment-là, on verra que le dessalement est une hérésie. Mais de manière transitoire, si dans un endroit, il n'y a rien d'autre et qu'on n'a pas prévu, une unité mobile de dessalement peut être la solution. C'est ce que nous avions fait dans le Cap Corse il y a 25 ans. Mais là où c'est dramatique, c'est qu'on envisage de refaire la même chose 25 ans après, alors qu'on aurait eu largement le temps de programmer les aménagements pour s'adapter petit 1 à l'évolution climatique, mais petit 2, surtout en Corse, à l'augmentation sidérante des consommations, parce qu'il y a eu une spéculation immobilière effrénée et que l'on a en été doublé
notre stock, je dirais, de résidents estivaux qui demandent une consommation. Comme beaucoup de régions, effectivement, touristiques en France. Merci, Paul-Félix Benedetti, d'avoir témoigné sur notre antenne. On parle de la Corse, mais effectivement, cette situation, on la retrouve aussi dans le Var, où la population double, triple chaque été. À ce moment-là, on a déjà une centaine de communes en France qui n'ont plus d'eau du robinet. Les canalisations sont vides, ce que disait Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, cette semaine. L'eau est acheminée par camion. On a même une cellule interministérielle de crise qui a été activée. Et on nous parle de la sécheresse la plus grave qu'ait jamais connue le pays. On a l'impression que le gouvernement est vraiment pris de court. Ça fait quand même des semaines, des mois qu'on a un indice sur la situation hydrique dans le pays. L'été 2022, c'est vraiment un été, il faut l'espérer, d'une prise de conscience. Mais c'est vrai que quand on entend M. Benedetti dire que depuis 25 ans, rien ou pas grand-chose n'a été fait en matière d'anticipation, c'est quand même extrêmement scandaleux. Moi je suis alsacien. Je suis alsacien. Dans les Vosges, c'est dramatique. Dans les Vosges, à Gérardmer, l'autre côté des Vosges, la nappe phréatique est tellement asséchée qu'ils sont obligés de puiser de l'eau dans le lac de Gérardmer pour alimenter la population. Enfin, c'est hallucinant. Donc, ce n'est pas que dans les régions très chaudes, c'est même dans le nord de la France que les problèmes se posent. Donc, si vous voulez, effectivement, il y a eu un problème d'anticipation. 93 départements métropolitains qui sont en crise sur les 96. Donc, si vous voyez, il y a eu un manque, un défaut d'anticipation. Parce que ça fait 20 ans que des ingénieurs, des spécialistes nous alertent sur les problèmes de sécheresse et de pénurie d'eau. Donc effectivement, on a un retard considérable. Alors en France, on se réveille souvent très tard, mais effectivement, il y a certainement beaucoup de choses à faire. En revanche, j'ai envie de dire, la facture va être salée. Parce qu'évidemment, il y a un tel retard qu'il va falloir prendre certainement des mesures assez radicales et s'organiser. Monsieur Benedetti parlait des problèmes enfin, si j'ai bien compris, il manque des lacs artificiels qui permettraient de stocker de l'eau. Mais c'est aussi parce que beaucoup de populations s'y sont opposées, notamment des écologistes, qui ont considéré que ça affectait le paysage. Donc, si vous voulez, il va falloir prendre des mesures certainement extrêmement fortes pour essayer, non pas en 6 mois... C'est les écologistes qui ont eu le poids suffisant pour s'opposer à ce genre de décision, parce que bon, ils les écologistes, les riverains, souvent dans certaines zones où même dans le sud-ouest de la France, les problèmes se sont posés. Donc, la France a énormément de retard, et peut-être que cet été de toutes les catastrophes va nous aider à prendre plus de courage pour prendre des mesures assez radicales. Et puis, dernier point, solidarité européenne. Il y a un dispositif européen de protection civile qui fait que des Canadaires, Grecs et Italiens, on peut venir en France pour éteindre des incendies et nous en envoyer dans ces pays lorsqu'il y a eu des incendies. Eh bien, il faut espérer que nos amis italiens et notamment de Sardaigne pourront alimenter la Corse en eau si vraiment il y a une pénurie importante. L'eau va finir par s'échanger comme le gaz russe. William Tay. L'eau va bientôt devenir une ressource stratégique. Et on le sait depuis très longtemps, dans la mesure où on a déjà eu, quand on était plus jeune, des questions sur le dessalement de l'eau, notamment pour les pays du Golfe. Donc c'était une question de ressources stratégiques depuis très longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de grande mutation mondiale. On sait qu'on assiste à un réchauffement climatique et plus précisément un dérèglement climatique qui repose sur deux choses. L'augmentation de la température sur une grande partie du globe et le fait que des catastrophes naturelles deviennent de plus en plus extrêmes et apparaissent de plus en plus souvent. Donc on sait ce qui est en train de s'arriver. Moi je pense que le gouvernement prend un risque sur cette question. Je pense qu'il prend le même risque que le gouvernement Chirac à l'époque en 2003 sur la question de la canicule en partant en vacances aujourd'hui alors qu'il y a des questions de sécheresse à régler. Je pense que c'est une des premières fois auxquelles les Français ont peur de ne plus avoir d'eau potable sur une grande partie du territoire. Dessus, sur la question... Évidemment, on peut accabler le gouvernement actuel, mais on peut accabler également tous les précédents gouvernements parce qu'on n'a pas choisi de dépenser l'argent public au bon endroit. Je pense qu'on a un sujet essentiel, c'est l'utilisation qu'on a faite de la fiscalité environnementale. On l'a faite pour fabriquer des éoliennes et autres produits demandés par les ayatollahs verts plutôt que provoquer plusieurs questions qui sont engendrées par le réchauffement climatique. On a voulu tellement lutter pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs de l'accord de Paris, en fait, qu'on a oublié le reste. On a oublié qu'il fallait lutter contre les sécheresses. On a oublié qu'il fallait faire un aménagement du territoire pour permettre, en fait, de reconstruire ce que l'ingénieur, M. Benedetti, décrivait parfaitement, ce qu'on demande, les questions de retenue d'eau, mettre en place l'économie circulaire pour réutiliser l'eau déjà usagée. Et en fait, tous ces éléments-là n'ont pas été utilisés par la politique environnementale. Alors que je pense que c'est pour ça qu'on a gaspillé, malheureusement, de l'argent public. Il y a plusieurs éléments qui l'indiquent sur pourquoi.
Pourquoi? On a assisté à une crise énergétique. On voit notamment que si par cas, au lieu de dépenser notre argent sur la question des éoliennes, eh ben, on sera en état d'être souverain sur le plan énergétique, on serait quasiment indépendant en reconstruisant notre parc nucléaire. On aurait pu en plus utiliser cet argent pour aménager notre territoire et entamer ce qu'on appelle le début de l'économie circulaire. L'économie circulaire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on imagine le produit différemment. Et l'objectif de l'économie circulaire, c'est de pouvoir réutiliser un produit, donc notamment la question des eaux usagées. Et en fait, toutes ces réflexions, eh ben, on a été à chaque fois dans une politique émotionnelle de court terme pour répondre. Et je pense qu'on a été sous le joug des ayatollahs verts. Depuis plusieurs semaines en France, les agressions de policiers se multiplient. Alors il y a celles qu'on voit, évidemment, et puis celles dont on parle dans les médias, et puis il y a toutes les autres. Elles sont nombreuses. Entre le 1er janvier et le 30 avril dernier, 1070 fonctionnaires ont été victimes de blessures volontaires en mission, soit 9 policiers par jour, selon les informations du Figaro. Dernier exemple en date, à Nangy, c'est en Seine-et-Marne, où depuis plusieurs soirs, un quartier est le théâtre d'échauffourées. Du mobilier urbain a été dégradé et des mortiers d'artifice lancés sur des gendarmes qui étaient venus enquêter justement sur les dégradations de ce mobilier urbain. Regardez ce reportage, il est signé Sacha Robin, Nicolas Vinclair, avec le récit d'Adrien Spiteri. À Nangy, dans le quartier de la Mare au Curé, les actes de délinquance se multiplient depuis plusieurs jours. Ici, c'est chaud en ce moment. Franchement, c'est chaud, quoi. En une semaine, des lampadaires et 9 caméras de vidéosurveillance ont été détruits. La maire de la ville constate les dégâts, estimés à 100 000 €. Une partie du matériel, vous voyez les parties éclairage, les parties caméra. Mardi soir, une cinquantaine de gendarmes ont également été pris à partie par des tirs de mortier. Face à cette escalade de violence, 2 arrêtés ont été pris par la municipalité. L'un donc pour réglementer la consommation d'alcool, l'autre pour interdire les rassemblements de plus de 3 personnes entre 22h30 et 6h du matin. L'idée étant de donner les moyens aux forces de l'ordre, aux forces de gendarmerie, de pouvoir agir le plus efficacement possible pour permettre à la majorité des habitants du quartier de retrouver le calme auquel ils ont droit. Des mesures insuffisantes pour cet élu de l'opposition. La situation est pire, je dirais même bien pire aujourd'hui que ce qu'elle n'était auparavant, quand c'était une mairie communiste qui était accusée de laxisme. D'ailleurs, c'est sur un programme de sécurité qu'ils se sont fait élire. Donc au bout de 2 ans, quand on voit la situation, on peut se dire qu'ils ont largement échoué. En avril déjà, plusieurs dégradations avaient eu lieu dans la ville. L'été de tous les dangers pour les forces de l'ordre, on en discute dans quelques instants. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Jeanne Cancard, à quasiment 7h45. Sur la presqu'île de Guérande, en Loire-Atlantique, un sapeur-pompier est décédé hier soir lors d'une intervention. Le chef du centre de secours de Saint-Liphard a été victime d'un malaise cardiaque. Âgé de 50 ans, ce père de famille était engagé dans la profession depuis plus de 30 ans. Depuis Hiroshima, Antonio Guterres prévient l'humanité, dit-il, joue avec un pistolet chargé dans le contexte des crises actuelles à connotation nucléaire. Une déclaration du chef de l'ONU à l'occasion du 77e anniversaire aujourd'hui du bombardement atomique américain sur le Japon. Au total, on estime à 140 000 personnes le nombre de personnes tuées à la suite du bombardement du 6 août 1945. Aux États-Unis, 3 personnes sont mortes foudroyées devant la Maison-Blanche. Les victimes, un couple septuagénaire origine du Wisconsin, en voyage pour fêter leurs 56 ans de mariage, et un jeune homme de 29 ans. Une 4e personne était toujours hier dans un état critique. D'après les autorités sanitaires américaines, la probabilité d'être frappé par la foudre est de 1 contre 1 million. Les attaques contre les forces de l'ordre qui sont 50 à 60 fois plus importantes que pour le reste de la population, Michel Taube. Écoutez, je pense c'est vraiment ce que j'appelle moi le syndrome de la guillotière. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des quartiers en France, nombreux, dans des centres-villes, pas que dans les périphéries des grandes villes, où vous avez des personnes, des habitants, qui n'hésitent pas à s'attaquer collectivement à des forces de l'ordre. Ça, c'est nouveau, en fait. C'est nouveau. C'est-à-dire des attaques contre les policiers, il y en a malheureusement depuis longtemps, mais des attaques collectives, à visage découvert, de personnes qui s'en prennent à des policiers, que ce soit en civil ou en uniforme, de façon collective, je le répète, dans des centres-villes, ça c'est un phénomène nouveau. Et je trouve qu'il y a maintenant de la part de beaucoup de personnes qui défient l'autorité, qui défient l'État, qui défient la France, une forme de rébellion qui est en train de s'exprimer et dont les premières victimes sont les policiers parce qu'ils incarnent notamment, mais ils ne sont pas les seuls,
des pompiers, des enseignants qui sont agressés. Ils ne sont pas les seuls. Mais je trouve qu'il y a cette rébellion, il y a des territoires perdus de la République, mais là, c'est plus perdu. C'est des territoires en rébellion, et c'est cela auquel on assiste aujourd'hui. Et le chef de l'État et le gouvernement Borne en ont-ils pris la mesure? Je n'en suis pas certain. On a les délinquants qui défendent aujourd'hui des territoires qu'ils considèrent comme les leurs et les policiers qu'ils voient comme des bandes ennemies, littéralement. Oui, en fait, on a des territoires qui sont élevés dans la haine de la France et qu'ils attaquent les policiers parce qu'ils expriment une haine dans la France. Je pense qu'il faut voir un message et il faut comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on voit notamment, et c'est la CIA qui le montre, c'est qu'en fait, toutes les sociétés occidentales sont frappées par la question de la radicalité. Ça s'est accentué avec la crise sanitaire, notamment sur la question du confinement, qui a accentué la question de la radicalité. C'est-à-dire qu'avant, vous exprimez quelque chose, mais de façon beaucoup moins violente que ça. Ensuite, il y a un problème qui est beaucoup plus français, qui est lié sur deux choses. Un, ce qui s'est passé en mai 68, c'est qu'on s'est attaqué à toute forme d'autorité. Même en attaquant la figure du père, qui incarnait même l'autorité, qui était à l'époque le général de Gaulle. Mais on n'a pas attaqué uniquement que le général de Gaulle, on a attaqué les enseignants, on a contesté l'autorité du professeur dans les classes, on a contesté l'autorité de l'uniforme, dans la mesure où on a dit que la police était là pour censurer la population et pour violenter la population davantage que pour la protéger. Et après, ce qui s'est passé, c'est que ce discours a été récupéré aujourd'hui par une partie des élites politiques. Et une partie des élites politiques disent qu'aujourd'hui la police tue, etc. Et donc du coup, il y a un discours... Vous ciblez une élite politique en particulier un homme particulièrement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà. D'accord. Voilà. Si je peux me permettre, tu verras, pas les enfants de mai 68 qui s'attaquent au flic. Oui, mais je vais y arriver parce que c'est pas du tout la même sociologie. Oui, mais il y a une continuité. Il y a une continuité dans le discours. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est un enfant de mai 68 et il reprend le discours aux version 21e siècle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne viendra pas sur ce discours et tant qu'on ne reprendra pas en main un nouveau récit national pour reprendre les territoires et même adopter une politique qui est globale, on n'arrivera pas à lutter contre cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut lutter culturellement contre les politiques qui tiennent ce type de discours, parce qu'une partie des jeunes écoutent, et vous entendez beaucoup de jeunes, notamment, moi j'ai joué au basket avec eux, donc je sais très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'ils écoutent Jean-Luc Mélenchon, ils disent si Jean-Luc Mélenchon dit, c'est que c'est la vérité. Parce qu'au moins on l'a entendu à la télé, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est quelqu'un qui nous défend. Et donc du coup, vous avez une partie des élites politiques qui, pour des raisons électorales, profite de cette situation pour notamment jouer. Et il y a un sujet qu'on a abordé au début, qui est sur la question des grands frères. Parce qu'une grande partie des jeunes, soit sont la victime des lois des gangs, et donc, comme vous le dites, sur la question de contrôle du territoire, et donc du coup, lutte contre les policiers sur les contrôles de territoire. Mais si c'était uniquement une question de contrôle de territoire, ils n'attaqueraient pas des pompiers, des élus locaux, ou même des fonctionnaires de la Poste. Donc il y a même une question globale qui se joue sur la question de défiance de l'autorité. Et ensuite, après, il y a les personnes qui sont élevées, notamment les jeunes, notamment sur la question des grands frères. Des grands frères, et notamment c'est pour ça qu'il faut lutter contre l'idéologie islamiste qui joue notamment contre les intérêts français. Tant qu'on ne mènera pas un discours global contre tout ça, on continuera à commenter des faits divers malheureusement. Et puis il faut que la réponse pénale, lorsqu'un policier est agressé, il faut que la réponse pénale soit la plus rapide possible et la plus ferme possible. Et malheureusement, c'est souvent pas le cas. La fonction préventive et punitive de la justice est malheureusement pas suffisante pour dissuader des jeunes en bande organisée de tenter des homicides sur des policiers. C'est pas des refus d'obtempérer, par exemple, lorsque quelqu'un fonce sur un policier. C'est une tentative d'homicide. Il faut nommer les choses et dire telles qu'elles sont. Bon, Gérald Darmanin n'est pas prêt d'avoir des vacances tranquilles, manifestement, cet été. Les vacances du gouvernement, il en est justement question, et c'est avec vous, Jeanne Cancard. Le gouvernement a évidemment le droit à un petit peu de vacances. Où partent vos ministres? Pour combien de temps sont-ils joignables sur leur petit 06 par leur patron? C'est avec vous qu'on répond à ces questions, Jeanne. Évidemment, Anthony, une règle pour tous, rester joignable pendant ces 3 semaines de repos. C'est pour ça que Matignon demande à tous ses ministres, pour choisir leur destination, à la fois qu'elle puisse correspondre à l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, et que ça se situe maximum à 3 heures de la capitale. Par exemple, regardez, la Première ministre Elisabeth Borne, pour sa part, elle va dans le Var, donc tout près du lieu de villégiature d'Emmanuel Macron, qui depuis plus d'une semaine est déjà à Brégançon. Emmanuel Macron qui pourrait d'ailleurs convoquer là-bas une réunion de ministres durant cette trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie cet hiver. En attendant, Bruno Le Maire, lui, va d'abord aller en Bretagne, puis au Pays Basque, et à côté de ça, vous aurez Éric Dupond-Moretti qui
comme à son habitude, ira à Nice. De son côté, Gérald Darmanin, lui, prend quand même aussi quelques vacances. Il posera ses valises du côté de Marseille. L'été, c'est aussi l'occasion pour les ministres et les secrétaires d'État de faire des coups de com' et de jolies cartes postales. Par exemple, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, elle, est attendue dans le Cantal pour un festival de théâtre international. Ou encore, par exemple, Sarah El Haïry à la jeunesse qui, elle, a prévu de se rendre dans une colonie de vacances en Haute-Savoie. Elisabeth Borne, elle aussi, se réserve la possibilité de déplacements estivaux, mais on ne sait pas encore lesquels, avant évidemment le Conseil de ministres de rentrée qui est prévu le 24 août prochain. Ah, des vacanciers presque comme les autres, en somme. Merci Jeanne Cancard pour toutes ces précisions. Tout à l'heure, William Tay, je vous ai entendu quand on parlait de sécheresse, vous avez dit, est-ce que vraiment cette trêve estivale arrive au bon moment au vu de la situation dans le pays? J'ai envie de dire, pour prendre la défense peut-être de l'exécutif, voilà, une fois n'est pas coutume, mais Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, à minima, sont dans le Var, là où ça se passe. Oui, non mais en fait ce qui se joue, moi je pense que, et c'est plutôt un conseil que je leur donne, c'est que je pense qu'ils prennent le même risque que le gouvernement Raffarin en 2003 sur la question de la canicule. En fait ça paraît paradoxal de commenter, et même c'est pas de leur faute, ils sont à 3 heures de Paris, ils sont mobilisables assez facilement, mais il apparaîtra paradoxal pour les Français qui manquent éventuellement d'eau potable. Et comme à l'époque de 2003, en termes de communication, je pense que c'est ravageux en fait pour eux. Et je pense qu'effectivement, ils ont le droit de se reposer. Et en plus, l'année va être dure, parce qu'il y a une crise énergétique, il y a une crise diplomatique, il y a une crise à tous les niveaux. Et puis, il y a des tensions même à Taïwan, dans le conflit entre la Chine et les États-Unis. Donc l'année va être dure. Mais malheureusement pour eux, mais en même temps, ils ont choisi d'être ministres, et ils risquent le même coup que Raffarin en 2003 sur son gouvernement. Je pense je comprends l'idée. Après, heureusement, on n'a pas des milliers de morts comme on en a eu en 2003 et l'impact avait été aussi dû, encore une fois, à une mortalité absolument terrifiante de nos aînés. Donc il faut garder toutes les mesures. Mais en revanche, je suis d'accord que la gravité de la situation climatique peut poser un problème de communication politique, mais peut-être pas de la même ampleur. Mais la réalité, vous savez, c'est que c'est la ligne rester disponible pour travailler. C'est vrai, moi, le président de la République s'est déplacé lorsqu'il y a eu les incendies à Arcachon. On peut imaginer effectivement qu'il y ait peut-être plus de déplacements de la part de nos ministres sur le terrain, parce que, encore une fois, vous savez, il n'y a que en France que l'actualité ne prend pas de vacances au mois d'août. J'ai une dernière question pour vous. Dans le monde entier, tout le monde travaille et est très actif. Dans tous les pays du Nord, la rentrée scolaire, c'était le 1er août. Hein. Et dans beaucoup de pays du Nord, en Finlande notamment, c'était le 1er août. Donc il n'y a que en France que l'actualité ne prend pas de vacances. Une question plus légère pour changer. Est-ce que vous achetez encore des DVD, William Tay? Non, j'achète. Je suis passé au Blu-ray. Au Blu-ray. Au Blu-ray quand même. Donc vous avez quand même parfois le DVD, c'est l'objet. Enfin, c'est à peu près la même chose. Je vais être précis. J'achète parfois des coffrets collection comme des grandes séries ou des grands films. D'accord, vous faites partie de ces gens-là. Moi, j'en achète un tout petit peu parce que c'est un vrai petit plaisir d'aller. Mais beaucoup moins qu'avant. Mais je vous avoue, je n'achète plus de VHS. Je vous emmène ce matin dans la dernière vidéothèque de Calais, une vidéothèque qui fait de la résistance face au numérique.